Voilà, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, moi, à mon niveau, je vois. Oui, ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est un cours qui ne sera pas très long. On va essayer de dire l'essentiel sur la physiologie cycle de sommeil en heure être un peu plus. Alors, voici le plan que nous allons adopter. Dans un premier temps, nous faisons une introduction, ensuite nous parlerons des méthodes d'étude du sommeil. Nous aborderons ensuite les facteurs influençant le sommeil. Et enfin, nous parlerons des mécanismes anatomiques physiologiques à la conclusion. Alors, je vais dire en introduction d'abord, qu'est-ce qu'un état de veille? C'est un état caractérisé par deux choses. D'abord, sur le plan comportemental, le sujet est capable d'interagir avec son environnement. Comment? En réagissant aux stimuli, hein, des réactions associées au mouvement. Donc, il est capable de recevoir des signaux de l'environnement et de réagir de façon appropriée. Sur le plan électroencéphalographique, l'état de veille est caractérisé par une activation corticale, c'est-à-dire une activité désynchronisée. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'est une activité désynchronisée. Quant au sommeil, c'est un état caractérisé par une perte naturelle, réversible, plus ou moins complète des rapports sensitimo-moteurs avec l'environnement. Donc, c'est un état caractérisé par une abolition de la vigilance et un état de quiescence, c'est-à-dire de tranquillité, de sérénité physique. Alors, le cycle veille-sommeil est caractérisé par une alternance donc, de ces deux états. Nous sommes tous programmés pour dormir à peu près le tiers de notre vie. Donc, cette alternance dépend d'un rythme biologique de 24 heures obligatoire qui a un déterminisme génétique. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes programmés pour dormir. Nous ne pouvons pas ne pas dormir. Hein, et il faut qu'il y ait une alternance. Si on dort trop, ce n'est pas normal. Si on ne dort pas assez, ce n'est pas normal. Donc, ce rythme biologique est influencé par l'environnement, notamment la lumière, l'obscurité. L'obscurité étant plus propice pour dormir, ce n'est pas pour rien que le bon Dieu a créé la nuit. Et il dit même dans le Coran que la nuit a été faite pour que les hommes puissent se reposer. Donc la nuit, elle est faite d'abord pour se reposer. Même en période de révision, il faut essayer de dormir la nuit. Maximiser le jour et la nuit, elle est faite vraiment après une longue journée d'activité, hein, de se poser et d'essayer de récupérer. Alors, cette alternance veille-sommeil est aussi influencée par l'activité, le repos, les repas, etc. Alors, quel est l'intérêt d'étudier le cycle veille-sommeil? Pour comprendre les mécanismes du sommeil. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, même s'il persiste encore beaucoup de mystères. Ce qu'on sait, c'est que le sommeil n'est pas un phénomène passif. Pendant longtemps, les gens ont pensé que nous dormons parce que les neurones arrêtent de travailler, alors que c'est archi faux. C'est archi faux. Il y a certaines phases de sommeil avant qu'elles n'arrivent. Il faut que certains groupes de neurones soient activés. Si ces groupes de neurones ne sont pas activés, ne sont pas en activité, certaines phases de sommeil ne surviendront pas. Donc, le sommeil n'est pas un phénomène passif. Donc, il y a certains mécanismes du sommeil qu'on comprend, mais il y a d'autres que nous ignorons jusqu'à présent. Alors, au travers de l'étude du sommeil, c'est qu'il y a aujourd'hui une fréquence croissante des troubles du sommeil, dominée notamment par les insectes. Nous allons voir
dans le second chapitre, les méthodes d'étude. Quelles sont les méthodes utilisées pour étudier le sommeil? Il y a 3 types de méthodes essentiellement. Les expériences de section étagée que nous avons vues ce matin dans le cadre de l'étude des réflexes et également de l'étude du tonus. L'électroencéphalogramme, véritablement, qui est un examen fonctionnel fondamentalement important pour tout ce qui est trouble du sommeil, trouble de la vigilance, notamment trouble du sommeil également. Et enfin, la polysomnographie, donc, qui permet d'étudier les manifestations électrocliniques du sommeil. Alors, nous allons détailler ces différentes méthodes d'étude. Vous avez les sections étagées. Puis ce matin, la section transcolliculaire, donc qui passe ici, niveau pédonculaire, entre le colliculus supérieur et le colliculus inférieur. On l'appelle section transcolliculaire ou section intercolliculaire. C'est la même chose. Et vous avez ici la section sous-bulbaire, c'est-à-dire entre le bulbe rachidien en haut, ici, et la moelle épinière en bas. On l'appelle section sous-bulbaire ou section bulbomédulaire. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand on procède à une section sous-bulbaire? Donc, on réalise en dessous de la section un animal spinal, on a vu ça ce matin, et au-dessus de la section, un encéphale isolé. Et quand on fait une telle section, on se rend compte que au niveau de l'encéphale isolé, il y a une persistance de l'alternance veille-sommeil. L'alternance veille-sommeil continue à persister normalement au niveau de l'encéphale isolé. C'est une autre cette section-là. Par contre, quand on fait une section transcolliculaire, donc qui induit, si vous voulez, au-dessous de la section, ce qu'on appelle un animal décérébré, et au-dessus de la section, ce qu'on appelle un cerveau isolé. Donc, la conséquence d'une telle section, c'est qu'on aura un sommeil à ondes lentes permanente au-dessus de la section. Au-dessus de la section, donc au niveau du cerveau. Donc, ça veut dire que les mécanismes, en tout cas, les structures nécessaires pour maintenir l'alternance veille-sommeil normale se trouvent entre la première section, donc entre le transcolliculaire et le sous-bulbaire, c'est-à-dire véritablement au niveau du tronc cérébral. Le deuxième moyen d'étude est représenté par l'électroencéphalogramme. J'ai dit tantôt que c'est un examen, c'est-à-dire crucial, de premier plan, en tout cas, dans l'étude du sommeil, dans l'étude de tout ce qui est trouble de la vigilance, les états de coma, etc., mais surtout, véritablement, dans les troubles du sommeil. Alors, qu'est-ce que l'électroencéphalogramme? L'électroencéphalogramme, c'est l'enregistrement de l'activité bioélectrique du cerveau. Donc, le cerveau produit de l'électricité. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'électroencéphalogramme? On place des électrodes à la surface du scalp, du cuir chevelu, pour enregistrer cette activité bioélectrique qui provient de l'activité des neurones. Et ça, l'électroencéphalographie. Alors, ça nécessite un dispositif technique. Donc, les électrodes sont placées sur le cuir chevelu et sont reliées à ce qu'on appelle une boîte têtière. Et cette boîte têtière est elle-même connectée à un ordinateur. Alors, ça permet d'étudier les rythmes EEG, électroencéphalographiques, mais également de déceler dans certaines situations ce qu'on appelle des activités pathologiques. Alors, là, vous voyez comment on
on essaie de montrer ici comment on place les électrodes. Hein. Je vais vous expliquer sommairement pour que vous compreniez. L'objectif, c'est de placer les électrodes que vous voyez ici, qui ont des noms, de façon rigoureusement symétrique, de façon à occuper de façon symétrique tout le scalp. Donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle un système international 10-20. C'est très simple. On mesure la distance entre le nasion, l'os de la racine du nom, et l'ignon, l'os occipital. On mesure la distance totale et on prend 10% de cette distance, on place la première électrode, ensuite 20%, la deuxième électrode, 20%, deux fois la troisième électrode, 20%, la quatrième électrode, 20%, la cinquième, et enfin 10%. Donc, on fait 10%, 4 fois 20%, ça fait 80, plus 10, 90, et enfin 10%. On commence par 10%, on termine par 10, et entre ces deux points-là, on fait 4 fois 20. C'est pourquoi on l'appelle le système international 10-20. On fait la même chose entre les deux points préauriculaires. Donc, on mesure la distance totale entre les deux points préauriculaires. Et là également, 10%, puis 20, 20, 20, 20 et enfin 10. Donc, c'est une technique qu'on utilise pour pouvoir véritablement poser les électrodes de façon rigoureusement symétrique sur le scalp. Alors, les électrodes ont des noms, comme vous voyez ici. Ici, vous voyez par exemple FP2, F4, F8, C4, P4, O2, T6, ici T5, O1, P3, etc. Voilà. Quand on dit F, c'est pour dire frontal. FP, c'est frontopolaire. Ici, frontal. Hein. C, c'est central. C, c'est central. T, c'est temporal. O, c'est occipital. P, c'est pariétal. Donc, les électrodes sont placées, on le verra tout à l'heure, de façon à ce qu'il y ait une concordance véritablement anatomique entre la position des électrodes et les structures sous-jacentes. Quand on dit F4, il faut que cette électrode-là soit en regard avec le cortex frontal sous-jacent. C'est-à-dire qu'il faut que toute activité qui est recueillie par cette électrode-là vient effectivement du lobe frontal. Même chose quand on dit O2, il faut que l'activité recueillie par cette électrode provient du lobe occipital. Donc ça, le système international 10-20 permet également, si on le respecte, si on respecte les mesures, d'avoir cette correspondance parfaite entre la position des électrodes et les structures cérébrales sous-jacentes. Alors là, vous voyez que tout ce qui est du côté droit là, de l'hémisphère droit, on a associé des chiffres pairs, 4, 4, 2, etc. Ça, c'est par convention. De façon internationale, il a été dit que au niveau du côté droit, on associe des chiffres pairs et au niveau du côté gauche, on associe des chiffres impairs. De telle sorte que quand je dis l'électrode F3, le neurophysiologiste, l'électroencéphalographiste qui est à Kaolack, qui est à Michigan, qui est à Paris, qui est à Douala, qui est à Marrakech, c'est que je parle de l'électrode frontale gauche. C'est aussi simple que ça. Quand je dis O1, partout dans le monde, les gens savent que je parle de l'électrode occipitale gauche. Donc, c'est des nominations, des appellations qui sont reconnues internationalement partout dans le monde. Donc là, vous voyez la pose des électrodes, comme on dit, il doit y avoir une correspondance parfaite entre la position topographique des électrodes EEG et les structures anatomiques sous-jacentes. F3 doit être en regard avec le lobe frontal. Excusez-moi.
T3 doit être en regard avec le lobe temporal. O1 doit être en regard avec le lobe occipital. Donc, tout ça est permis par véritablement le système international d'ISPA. Donc, ici, c'est une photo qu'on avait de notre laboratoire d'EEG à l'époque à Fan, dans les années 2008, 2009, 2010. Donc, vous voyez l'enfant qui est couché. Là, il porte un bonnet avec des électrodes qui sont préinsérées dans le bonnet. Donc, ça, c'est plus facile, c'est plus simple quand les électrodes sont préinsérées dans le bonnet. On fait juste porter l'enfant le bonnet. Alors, les électrodes sont reliées à un fil qui arrive ici, qui est connecté ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une boîte pétière. Cette boîte pétière est connectée à l'ordinateur que vous voyez ici. La technicienne est assise ici et en train d'enregistrer tranquillement l'enfant et filmer simultanément ce qu'on appelle la vidéo OG. Ça permet de corréler les images au tracé recueilli ici au niveau de l'ordinateur. Donc, c'est ça un dispositif d'enregistrement de l'électroencéphalogramme. Donc, le signal EEG, puisque je vous ai dit que ça vient de l'activité électrique des neurones, c'est un signal qui est de faible amplitude, qui est parasité, donc il faudra le filtrer et l'amplifier, et tout cela c'est fait au niveau du traitement par l'ordinateur. Alors, quels sont les résultats? Il y a plusieurs rythmes EEG. Vous avez ce qu'on appelle le rythme bêta, qui est supérieur à 13 Hz. 13 Hz, c'est-à-dire 13 cycles par seconde. À l'EEG, vous avez, par exemple, si vous avez deux traits plans, ça fait 1 seconde. Donc, ici, vous avez 5 secondes. Alors, pour connaître la fréquence d'un rythme EEG, il faut compter le nombre d'ondulations entre deux traits plans. Donc, ici, c'est-à-dire en 1 seconde. Vous avez ici une activité rapide, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous calculez tout simplement le nombre d'ondulations entre deux traits plans, c'est-à-dire sur 1 seconde, et ça vous donne la fréquence EEG. Le rythme bêta, c'est un rythme rapide avec plus de 13 cycles par seconde. Le rythme alpha, c'est un rythme compris entre 8 et 13 cycles par seconde, qui est réactif à l'ouverture des yeux, c'est-à-dire qui disparaît à l'ouverture des yeux. Ici, YO, ça veut dire yeux ouverts. Dès que le malade ouvre les yeux, on voit que le rythme alpha qui était là disparaît carrément. Vous avez un rythme θ qui est compris entre 4 et 7,5 Hz. Donc là également, même chose, vous comptez entre deux traits plats, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est 5 Hz à peu près. Donc, c'est ça, le nombre d'ondulations entre deux traits plats, c'est ce qui fait la fréquence. Et le rythme delta, c'est un rythme plus lent qui est inférieur à 4 cycles par seconde. Donc là, vous voyez, entre là et là, c'est 1 seconde. Vous voyez que le rythme là, ça fait plus 1, 2, peut-être 2,5 cycles par seconde. Donc, il y a plusieurs rythmes EEG. Rythme bêta, rythme alpha, rythme θ, rythme delta. L'EEG peut montrer aussi des anomalies. Le tracé peut être ralenti, plus lent que d'habitude. Par exemple, si vous trouvez un rythme delta ou θ chez un adulte éveillé, c'est-à-dire qui ne dort pas, c'est pathologique. Vous trouvez ça, c'est anormal. Un rythme delta ou un rythme θ chez un adulte éveillé, qui ne dort pas, traduit une souffrance cérébrale. On peut avoir des rythmes lents
chez un adulte qui dort, mais un adulte qui est éveillé, s'il fait du θ ou du delta, c'est anormal. Un tracé plat, on peut avoir un tracé plat, par exemple, dans le cadre d'une mort cérébrale. Aujourd'hui, dans les pays développés, c'est une des conditions avant de faire le prélèvement d'organes. Il faut que le tracé soit au moins 2 fois plat à 12 heures d'intervalle. Il y a des critères très stricts pour déclarer que le sujet est définitivement mort et qu'on peut procéder à des prélèvements d'organes s'il y a une autorisation. L'EEG peut montrer aussi des anomalies paroxystiques de type épileptique, qui sont le plus souvent en faveur d'une épilepsie. Évidemment. Donc, on peut avoir des grapho-éléments de ce genre, si c'est des pointes, si c'est des polypointes, ici c'est une pointe suivie d'une onde, ici pointe onde lente, polypointe onde, pointe lente, etc. Donc ça c'est schématique et dans le tracé normal c'est comme ça à peu près que ça apparaît. Ici c'est ce qu'on appelle une pointe triphasique, hein, première phase, deuxième phase et même troisième phase. Vous voyez ici des polypointes. Ici, vous avez une succession de pointes ondes. Ici, vous avez une pointe onde lente. Ici, polypointe onde. Et ici, une pointe lente biphasique. Donc, tous ces anomalies en général, sous ces types de grapho-éléments, se voient le plus souvent dans le cadre des épilepsies. Donc, quand on suspecte que quelqu'un fait une crise d'épilepsie et qu'on fasse une demande EEG, hein, c'est pour chercher des anomalies de ce genre-là qui, lorsqu'elles sont trouvées, sont en faveur d'une épilepsie. Là, vous voyez, c'est un exemple de planche EEG avec ça, ce qu'on appelle des pointes de onde généralisées à 3 Hz qui témoignent d'une épilepsie absence de l'enfant. Donc, vous voyez, c'est comme une vague qui survient sur une mer calme. Là, vous voyez, il ne se passe rien. Tout est calme, les dérivations sont étapes. De façon inopinée, vous voyez cette décharge-là qui survient pendant quelques secondes et puis ça revient à la normale, comme une vague, tout simplement. Alors, il y a après les expériences de section état électroencéphalogramme, toujours dans l'étude du sommeil, on peut utiliser ce qu'on appelle la polysomnographie. C'est l'enregistrement simultané de plusieurs paramètres qui permettent d'étudier le sommeil. Donc, au-delà de l'EEG, on peut faire un enregistrement de l'électromyogramme, tout ça de façon simultanément, de l'électrocardiogramme, de l'électrooculogramme, des mouvements respiratoires et un enregistrement vidéo. C'est parce qu'il y a l'enregistrement de tous ces paramètres, de plusieurs paramètres, qu'on parle de poly. Poly comme plusieurs, et puis somno comme sommeil, et graphie comme tracé. Donc, c'est un tracé de sommeil faisant appel à plusieurs paramètres. Donc, l'EEG, l'électromyogramme, électrocardiogramme, électrooculogramme, les mouvements respiratoires, l'enregistrement vidéo, etc., etc. Donc, polysomnographie. Donc là, vous voyez les électrodes sont placés sur le chevelu. Vous voyez ici des électrodes qui sont posées sur les muscles du menton qui permettent véritablement d'enregistrer l'électromyogramme. Vous voyez ces électrodes placées à côté des globes oculaires qui permettent de déceler les mouvements oculaires. Donc, tous ces paramètres-là permettent véritablement de faire ce qu'on appelle un enregistrement polysomnographique. Alors, donc, cet enregistrement polysomnographique va permettre de classer le sommeil en plusieurs stades. Il y a ce qu'on appelle le sommeil lent, le sommeil à onde lente, et le sommeil paradoxal, le sommeil rapide. Dans le sommeil lent, comme son nom l'indique, l'EEG est lent. Il y a des rythmes lents.
quoi je disais tout à l'heure, que le rythme lent chez l'adulte se voit seulement au cours du sommeil. Et le sujet interagit de façon faible avec son environnement. Au cours du sommeil paradoxal, l'EEG est rapide. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le sommeil paradoxal. Le sujet dort profondément, mais malgré ça, son tracé EEG est rapide comme s'il était en état de veille. Le sujet, ici également, a une interaction faible avec son environnement. Dans le sommeil à ondes lentes ou sommeil lent, il y a 4 stades dits de Redschaffen et Kells, donc du nom des auteurs qui les ont décrits. Dans les stades 1 et 2, on parle de sommeil lent léger. On parle de sommeil lent léger. Dans les stades 3 et 4, on parle de sommeil lent profond. Il faut noter que dans le sommeil à ondes lentes, quand on part du stade 1 au stade 4, il y a un ralentissement progressif du tracé, avec d'abord des activités θ prédominantes au niveau des stades 1 et 2, alors que dans les stades 3 et 4, les activités deviennent encore plus lentes avec la prédominance du rythme delta qui, je l'ai dit, est un rythme inférieur à 4 Hz. Donc, le sommeil à ondes lentes parce que caractérisé véritablement par un ralentissement de l'activité électroencéphalogramme. C'est dire que sans l'électroencéphalogramme, on ne peut pas procéder à une classification des différents stades du sommeil. Il y a l'électroencéphalographie, mais il y a également les autres paramètres qui interviennent dans la polysomnographie, comme les mouvements oculaires, les activités musculaires, les activités cardiaques, etc. Donc, le sommeil à ondes lentes, fermez vos micros s'il vous plaît, est caractérisé par une baisse progressive du taux musculaire, une recrudescence parasympathique et le sujet est de plus en plus difficile à réveiller. Par contre, le sommeil paradoxal est caractérisé par des activités rapides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le sujet, il dort profondément. Il dort profondément. Mais on enregistre son cerveau. Son cerveau se comporte comme un cerveau en état de veille. Oui. Et c'est pourquoi on a appelé ce sommeil un sommeil paradoxal. On s'attendait à ce que, puisque le sujet dort profondément, comme dans le sommeil là, que l'activité EEG soit lente, mais non, l'activité EEG n'est pas lente. Au contraire, l'activité est rapide, de faible amplitude, c'est-à-dire donc désynchronisée. Je vous disais tout à l'heure que c'est une activité, une activation corticale, une activité désynchronisée, hein, une activité rapide et de faible amplitude, comme ça se voit à l'état de veille. Et pourtant, le sujet dort profondément, il est difficile à réveiller, il est même parfois en train de rêver, hein, de rêver. Et dans cette phase de sommeil paradoxal, il y a une atonie musculaire, c'est-à-dire l'enregistrement électromyogramme peut être plat. Il y a également des mouvements oculaires rapides, hein, et une recrudescence de l'activité sympathique. Donc, tous ces paramètres-là qu'on utilise, les mouvements oculaires, les dérivations EEG, permettent. Excusez-moi 2 minutes. Oui. Allô, dama doon def cours xaaral ma ñëw waaw. Excusez-moi 2 minutes, je règle un problème. Je suis désolé, hein, c'est une urgence. J'arrive dans 2 minutes.
Me voici de retour. Excusez-moi pour cette interruption. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Voilà, donc, voici, tel se présente le sommeil paradoxal. Le sommeil donc paradoxal parce que caractérisé par une activité rapide à l'électroencéphalographie, comme si le sujet était éveillé alors qu'il dort profondément. Il est en train de rêver avec parfois une érection du pénis, une recrudescence sympathique, c'est-à-dire augmentation de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, des mouvements oculaires rapides, hein, et associé également à une atonie musculaire. C'est un sommeil véritablement. Monsieur. Oui. Monsieur. Les Oui. mouvements oculaires, ils sont visibles. En tout cas, ils sont enregistrés à l'électroencéphalogramme. Ce qu'on appelle en anglais rapid eye movement, REM, rapid eye movement. Donc, on les voit carrément sur le tracé électroencéphalogramme. Là. Monsieur? Attendez, à la fin du cours. On va noter vos questions qu'on va, comme d'habitude, sinon, je serai tout le temps coupé. Notez vos questions à la fin du cours, vous les poserez. Alors, quels sont les facteurs qui influencent le sommeil? Le sommeil est influencé par l'horaire. Il y a des horaires qui sont beaucoup plus propices au sommeil que d'autres. La nuit surtout, le début d'après-midi. L'âge. Il faut savoir que le sommeil diminue avec l'âge. Donc, on dort mieux lorsqu'on est jeune. Hein, les personnes jeunes, en tout cas, dorment mieux normalement que les sujets âgés. Donc, le sommeil diminue avec l'âge. Le sommeil est influencé également par la typologie. Il y a ce qu'on appelle des petits dormeurs qui ont un cycle court. Donc, ces gens-là peuvent se contenter d'une nuit de sommeil beaucoup plus courte. Il y a des gens, quand ils dorment 4 heures à 5 heures de temps, ça leur suffit largement. Par contre, il y a d'autres qui ont des cycles longs, qui vont nécessiter parfois 8 heures, 9 heures, parfois même plus pour être satisfaits. Ce que je disais, les courts dormeurs peuvent avoir un temps de sommeil relativement plus court, alors que les longs dormeurs vont nécessiter des temps de sommeil total qui peuvent aller au-delà de 9 heures de temps. Alors, selon l'heure du coucher, il y a des sujets du matin qui se couchent tôt avant 22 heures, d'autres, des sujets du soir qui se couchent tard après minuit. Donc voilà, ça dépend des habitudes de tout le monde. Le besoin de dormir également peut varier en fonction de l'heure de la journée et surtout de la durée de la veille précédente. Donc si vous ne dormez pas bien la nuit précédente, il y a souvent une de sommeil, voilà, qui vous suit, qu'il faut parfois essayer de payer pour récupérer. Alors, le sommeil se met en place de la naissance à la fin de l'adolescence. Parce que si vous voyez ces schémas-là, tout ce que vous voyez en vert, c'est des temps de sommeil, et en blanc, c'est des temps d'éveil. Vous voyez qu'au début de la vie, l'enfant ne fait pas ses nuits de sommeil. Il dort, il se réveille pour téter, juste en général, il se réveille juste pour téter et ensuite pour se rendormir. Donc, il n'y a pas de sommeil. Ensuite, vous voyez que les phases d'éveil vont devenir de plus en plus longues. Donc, le sommeil commence à se structurer. Mais là, à 2 mètres, on n'a pas encore véritablement une nuit de sommeil. Donc, il y a des phases alternatives de sommeil et de veille qui se suivent. Et vers l'âge d'1 an, le
la nuit de sommeil commence à plus structurer, avec une nuit de sommeil et 2 siestes au cours de la journée. Vers 4 ans, c'est une seule sieste. Et vers 10 ans, l'enfant commence à avoir une organisation du sommeil semblable à celle d'un adulte. Donc, c'est un processus qui se met progressivement à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. L'organisation des nuits de sommeil. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hypnogramme. Hypnogramme, c'est un tracé qui permet véritablement de représenter l'organisation complète d'une nuit de sommeil. Le sujet, il est couché ici à 21h48, il s'est réveillé à 5h18, et entre-temps, on sait à quel moment il était éveillé, à quel moment il a dormi en stade 1, à quel moment il a dormi en stade 2, à quel moment il a dormi en stade paradoxal. Donc, tout ça, c'est consigné dans un tracé qu'on appelle hypnogramme, que les neurophysiologistes, ceux qui s'intéressent en tout cas à l'étude du sommeil, connaissent très bien. Et maintenant, quels sont les mécanismes anatomo-physiques du sommeil? Je vous ai dit tout à l'heure, je le répète, que le cycle veille-sommeil n'est pas un phénomène passif. Pendant longtemps, les gens se sont fourvoyés pensant que le sommeil était un phénomène passif. On dormait juste parce qu'on était fatigué, alors que c'est absolument pas vrai. Il y a une interaction permanente entre des structures multiples, interconnectées, avec des structures qui sont souvent, parfois en tout cas, liées par une relation d'inhibition réciproque. Il y a des structures qui interviennent au niveau du sommeil et qui sont reliées par cette relation d'inhibition réciproque. Ça veut dire que quand l'une des structures est en activité, forcément l'autre est en cessation d'activité. Donc nous verrons tout à l'heure ces exemples-là avec l'hypothalamus antérieur et l'hypothalamus postérieur. Et ces structures sont également liées, on connaît moins bien, mais ce qui est sûr que ce n'est pas un phénomène passif. Il y a des structures multiples, interconnectées et qui agissent dans le cadre d'un système immunitaire puissant. Donc, il y a le complexe hypothalamo-hypophysaire qui intervient dans le cycle veille-sommeil. Vous avez également plusieurs noyaux qui sont impliqués dans le cycle veille-sommeil, qui se trouvent au niveau du tronc cérébral. Parce qu'on vous avait dit que dans les expériences de cette structure, on montrait que les structures clés de l'alternance veille-sommeil se trouvent au niveau du tronc cérébral. À ce niveau, vous retrouvez le locus céruleus, qui est noradrénalergique, qui utilise la noradrénaline. Vous avez les noyaux du Raffet, qui sont ici sérotoninergiques, qui interviennent également dans le sommeil lent. Vous avez également la substance noire, vous avez la formation réticulée. Donc, toutes ces structures-là interviennent, jouent un rôle dans l'alternance du sommeil. On a dit que c'est plusieurs structures multiples, redondantes, interconnectées, interagissantes et utilisant des systèmes de neuromédiateurs complexes. Alors, sur ces tableaux-là, on a essayé de synthétiser, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Maintenant, essayer de synthétiser dans ce tableau les principales structures de l'éveil qui interviennent dans l'éveil. Vous avez l'hypothalamus postérieur qui intervient dans l'induction de l'éveil en activant la formation réticulée activatrice ascendante et en activant le cortex. Cet hypothalamus postérieur est relié par une relation d'inhibition réciproque dont je parlais tout à l'heure avec l'hypothalamus antérieur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Vous avez la formation réticulée activatrice descendante. Je vous ai parlé de cette formation ce matin-là dans la régulation du tonus. Donc, cette formation activatrice
réticulée activatrice descendante est activée au cours de l'état de veille et c'est ce qui permet de maintenir un tonus musculaire en état de veille. La substance noire également, qui est dopaminergique, qui augmente le tonus musculaire, et l'oxysoleus, qui utilise comme neuromédiateur la noradrénaline, qui permet d'activer le cortex et le... À côté des structures, il y a des structures qui interviennent dans l'éveil, il y a d'autres structures qui interviennent dans le sommeil lent. Hein? L'hypothalamus antérieur, je vous disais tout à l'heure, qu'il est lié à l'hypothalamus postérieur par une relation d'inhibition réciproque. Les deux ne peuvent pas être simultanément actifs. La preuve, l'un est actif au niveau de l'état de veille, l'autre est actif au niveau du sommeil lent. Il faut que l'un soit inactif pour que l'autre puisse être actif. L'hypothalamus postérieur et l'hypothalamus antérieur. Donc, ça veut dire que le fonctionnement ne dépend pas du hasard. C'est une organisation parfaite, pensée, bien structurée, où chaque structure a son rôle. Il y a des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est une organisation parfaite, un fonctionnement parfait. Chacun jouant son rôle dans la partition. Vous avez la formation réticulée inhibitrice descendante, hein, qui utilise comme neuromédiateur le GABA, et son rôle est de baisser le tonus musculaire au cours du sommeil lent. Le raphet antérieur, le tonus énergique, qui permet d'induire également le thalamus qui joue un rôle de synchronisation du cortex qui explique le ralentissement du tracé au cours du sommeil lent. Et enfin, il y a d'autres structures, tableau 3, qui interviennent dans le sommeil paradoxal. Donc, c'est le raphet intermédiaire qui active les neurones SP1 du tronc cérébral. Ce sont ces neurones-là qui doivent être activés pour que le sommeil paradoxal puisse démarrer. Il y a la formation réticulée inhibitrice descendante également qui intervient en baissant, parfois même en annulant totalement le tonus musculaire. Parce qu'au cours du sommeil paradoxal, on peut aller jusqu'à une atonie musculaire totale. Le locus coeruleus alpha, mais également les neurones SP1 du tronc cérébral qui utilisent l'acétylcholine et qui peuvent également activer le cortex. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs structures véritablement, parfois redondantes, interconnectées, qui utilisent des systèmes de neuromédiation complexes qui interviennent dans la régulation du cycle du sommeil. Ce qui fait que ce n'est absolument pas un phénomène passif. Alors, ça, ce tableau-là, que vous regarderez tranquillement chez vous, ça parle des parasomnies. C'est des manifestations paroxystiques qui surviennent au cours du sommeil. On les appelle des parasomnies. C'est différent de l'épilepsie. Donc, ça survient à des âges différents, à des stades différents également du sommeil. Il y en a plusieurs, le somnambulisme, les enfants qui parlent au cours de la nuit, l'été nocturne, l'énurésie, il y en a plusieurs, le bruxisme, la somniloquie, les enfants qui parlent par exemple au cours de leur sommeil, etc. etc. Donc plusieurs types de parasomnies paroxystiques qui surviennent au cours du sommeil et qui peuvent poser parfois un diagnostic différentiel avec les épilepsies surviennent. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, que le système veille-sommeil est un phénomène complexe. Je le répète, qui est loin d'être passif, qui nécessite des mécanismes interactifs médiés par des structures multiples, comme nous l'avons dit, qui pour l'essentiel se trouvent au niveau du tronc cérébral, et la nécessité de l'étude des
du cycle veille-sommeil s'explique par véritablement la fréquence accrue du trouble du sommeil dans le monde moderne, dominé notamment par le personnes. Voilà ce que je voulais dire en résumé, de façon très synthétique, sur la physiologie du cycle veille-sommeil. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Monsieur, c'est Oui. quoi un non-SP? SP, ça veut dire sommeil paradoxal on. SP, ça veut dire sommeil paradoxal. Quand on dit neurone SP on, c'est un neurone dont l'activation va contribuer à entrer dans le sommeil paradoxal. Donc, je vous disais qu'il y a des phases du sommeil avant qu'elles ne débute, il faut que certains neurones soient activés. D'accord? Donc, SP, c'est comme sommeil paradoxal. On, comme si on donnait, je sais pas moi, on touchait sur la commande on pour faire démarrer une activité. Pourquoi on les appelle sommeil neurones SP on. Tu as compris? Hein? LP. Comment? SLP. Et SLP SP. dans le tableau. Non, SLP. Dans quel tableau? Le dernier, sur les somnambulismes, etc. Vous avez vu SLP? En dessous de sommeil lent. Non, sommeil lent. Sommeil lent profond. SLP, ça veut dire sommeil lent profond. Voilà. Sommeil lent léger, il y a le sommeil lent profond. D'accord? C'est-à-dire les stades 3 et 4. Tu comprends? Oui, merci. Voilà. Sommeil lent profond. Ok, professeur. Oui. C'est pas bien compris section étagée dans l'expérience de section étagée. Vous avez parlé des sections sous bilbaire. Vous avez dit qu'il y a là-bas une persistance de l'internase V. Vous avez parlé de section transcolliculaire, sommet permanent. Et je n'ai pas bien compris les résultats là. Les résultats. Et bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. Je vais les remontrer. Hein. Ça, c'est des expériences qu'on fait et on observe. Tu fais une section et tu observes ce qui se passe. Donc, il n'y a rien qui est inventé. On prend un animal, un chat, par exemple, on fait une section transcolliculaire entre le colliculus supérieur et le colliculus inférieur. Et ensuite, on fait une section sous-bulbaire entre le bulbe rachidien et la moelle épinière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites votre section sous-bulbaire, vous réalisez ce qu'on appelle un animal spinal au-dessous de la section. C'est-à-dire un animal qui n'a comme système nerveux que la moelle épinière. Donc, tout l'encéphale a été enlevé. Et au-dessus de la section, vous avez un encéphale isolé. Et chez cet encéphale isolé, au niveau de l'encéphale isolé, les gens ont remarqué que l'alternance veille-sommeil persiste. Voilà. Donc, la section sous-bulbaire ne fait pas disparaître l'alternance veille-sommeil. Donc ça, c'est une observation tout simplement. On a fait la section et on a remarqué que l'activité veille-sommeil persiste.
Par contre, si on fait une section transcolliculaire, donc, on induit un animal décérébré, un animal qui a été séparé de son cerveau. Donc, au-dessus de la section, vous avez un cerveau isolé. Et dans ce cerveau isolé, on se rend compte qu'il n'y a plus d'alternance veille-sommeil. Il y a un sommeil permanent à ondes lentes, un sommeil lent permanent. Donc, ça laisse croire que les structures clés dans l'alternance du cycle veille-sommeil se trouvent entre la première section et la deuxième section, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral. Voilà. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, on a fait une expérience, on a regardé ce qui s'est passé et à partir de ça, on a essayé de tirer des conclusions. Monsieur, Oui. vous avez dit que lors du sommeil paradoxal, on a une atonie musculaire. Mais pourtant, quand une personne est dans le sommeil paradoxal, il peut être en train de rêver, mais il y a des personnes, quand ils rêvent, ils bougent et tout. Donc, pourquoi vous dites qu'on a une atonie musculaire dans le sommeil paradoxal? Atonie musculaire, ça n'a pas dit que le sujet ne bouge pas. Quand on dit atonie musculaire, ce qu'on veut dire, ça veut dire que les électrodes, et c'est pas tout le sommeil paradoxal, il y a une baisse du tonus qui peut aller jusqu'à l'atonie musculaire. Ça ne veut pas dire que durant tout le sommeil paradoxal, le sujet est à zéro activité musculaire, c'est pas vrai. Mais quand on fait l'enregistrement électromyogramme, il arrive un moment où les dérivations musculaires n'enregistrent plus aucune activité. Voilà. Donc, nous, c'est ça qu'on veut dire. On voit qu'au niveau des dérivations musculaires, si vous mettez les électrodes sur le deltoïde, il arrive un moment où l'enregistrement musculaire est plat. Il n'y a aucune activité musculaire. Ça ne dure pas forcément durant tout le sommeil paradoxal. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une baisse du tonus musculaire qui peut aller jusqu'à l'atonie musculaire. D'accord. Monsieur? Oui. Chez les narcoleptiques, c'est quoi le... Monsieur, vous m'entendez? Allô? Oui. Oui, vas-y. J'ai dit, chez les narcoleptiques, c'est quoi le problème? Oh, ça, c'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Donc, c'est de la pathologie, c'est de la pathologie du sommeil. Donc, on fait quelquefois des applications physiopathologiques, mais contentez-vous véritablement de la physiologie du cycle veille-sommeil, à mon avis. L'étude de la narcolepsie, vous avez l'occasion d'y revenir dans les troubles du sommeil. D'accord. Oui. Que vient chercher le déterminisme génétique au niveau de l'alternance veille-sommeil? Que vient chercher, c'est pas cette façon de poser une question. Que vient chercher le déterminisme génétique? J'ai mal posé ma question. Pourquoi on parle de déterminisme génétique au niveau de l'alternance veille-sommeil? Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Mais on ne pose pas des questions que vient chercher. Hein? Il faut apprendre à parler correctement. Ça, c'est pas une façon de s'exprimer. Ça, c'est pour dire tout simplement que le sommeil, l'alternance veille-sommeil est génétiquement déterminé. Ça, je l'ai expliqué. Je ne sais pas si tu étais là au début du cours, mais j'ai dit que, en fait, l'homme est programmé pour dormir. Vous ne pouvez pas ne pas dormir parce que vous avez été génétiquement programmé pour dormir. Pour dormir une partie de votre vie et pour être éveillé une partie de votre vie. Vous ne pouvez pas rester éveillé pendant toute votre vie
ça vous serait rapidement fatal, tout comme vous ne pouvez pas dormir pendant toute votre vie, parce que ça vous serait également rapidement fatal. Donc, vous avez été programmé génétiquement, vous et moi, pour dormir à peu près durant le tiers de notre existence. Si on doit vivre pendant 30 ans, on doit se dire que durant les 10 ans de ces 30 ans de vie, on est en train de dormir et les 20 ans, on est en train d'éveiller. Ça fait à peu près, pour chaque 24 heures, on est programmé pour dormir à peu près 8 heures. Ça dépend, c'est variable quoi. Mais en moyenne, à peu près 8 heures de temps. Et durant les 16 heures de temps, on fonctionne. On est programmé génétiquement pour ça. Donc, on ne peut pas ne pas faire autrement. C'est pourquoi on a parlé de déterminisme génétique. Donc, toi, tu ne peux pas dire à partir de ce soir, je ne vais plus dormir. Si tu veux ça, tu ne peux pas le faire. N'est-ce pas? Parce que tu as été programmé génétiquement pour dormir, pour être éveillé. Merci. Monsieur, Monsieur, Oui. pouvez-vous revenir sur les rythmes? Pouvez-vous revenir sur les rythmes? Non, ça, c'est pas nécessaire. Je vous donnerai comment, le fichier Word, et c'est bien expliqué. Le rythme, les différents rythmes, alpha, bêta, delta et les fréquences associées. Vous les aurez. C'est pas nécessaire de les reprendre ici. monsieur, Oui. dans certains individus, lorsqu'il y a de la lumière dans la chambre, il ne parvient pas à dormir. Comment peut-on expliquer le mécanisme de la lumière sur le sommeil? Non, je n'ai pas d'explication par rapport à ça. C'est des variations individuelles. Il y a des gens qui ne dorment pas quand il y a de la lumière. Il y a des gens qui dorment point fermé quand il y a de la lumière. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir quand il y a du bruit. Il y a des gens qui, même si tu tapent des tam-tams dans la chambre, ils vont dormir, ils ne vont pas se réveiller. Donc voilà, ça c'est des susceptibilités individuelles. Je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Oui. Oui. Comment? Oui. Le jet peut se faire en état de veille, peut se faire également en état de sommeil. Donc, on dit EEG de veille. Donc, le médecin qui prescrit un EEG, en fonction de ce qu'il cherche, il peut mettre EEG de veille ou bien EEG de sommeil. Ou bien il peut mettre EEG de veille-sommeil. Donc, tout ça est possible. Quand tu mets EEG de veille, les gens vont enregistrer le malade pendant à peu près 20 à 30 minutes en état de veille. Si tu mets EEG de sommeil, les gens vont l'enregistrer en état de sommeil. Tu peux même mettre EEG de sommeil de nuit pour les centres spécialisés qui en font. Les centres d'études du sommeil peuvent faire des EEG de sommeil de nuit complète. Tout comme tu peux demander aussi EEG de veille-sommeil. Donc, le malade sera enregistré pendant une phase de veille et ensuite, il va dormir pendant un certain temps et on va l'enregistrer également. Donc, toutes les éventualités sont possibles, ça dépend de ce qu'on cherche et de ce que les médecins demandent, quoi. Oui. Oui. Mais les yeux sont fermés, mais
il y a des mouvements oculaires. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. En tout cas, au moment du sommeil paradoxal, on place des électrodes et on voit qu'il y a des mouvements oculaires rapides. C'est pourquoi en anglais, on dit sommeil, rapid eye movement. Rapid eye movement, sleep. Quand on dit REM sleep en anglais, c'est rapid eye movement sleep. Donc, il y a des mouvements oculaires rapides qui sont enregistrés à l'électroencéphalogramme. Par contre, au moment de la phase d'endormissement, il y a des mouvements oculaires, mais c'est des mouvements oculaires lents. Des mouvements oculaires lents au moment où le sujet commence à s'endormir, mais au moment du sommeil paradoxal, il y a des mouvements oculaires rapides. C'est la deuxième fois qu'on me pose cette question, c'est comme si vous ne croyez pas à ce que je vous dis. Si un jour vous vous intéressez au sommeil, vous verrez qu'on vous racontera des histoires. Monsieur, Oui. Dernière question. monsieur, pourquoi le nouveau-né, il confond la nuit et la journée? Je pense que vous l'avez expliqué, mais je n'ai pas bien compris. J'ai pas dit que le nouveau-né confond la nuit et la journée. Bon, a dit que le nouveau-né. Oui, non, je comprends. C'est pour. C'est-à-dire le nouveau-né, il n'a pas de jour et de nuit, en fait. Il ne sait pas. Donc, il a une alternance de phases de sommeil et de veille. Voilà, sur 24 heures, comme le montre ici cette organisation. Je vais mettre encore le schéma là, les facteurs 1, voilà, là. Ça, c'est un nouveau-né de 3 jours. Tout ce qui est en vert, c'est les phases de sommeil, et tout ce qui est en blanc, c'est les phases de veille. Donc, ici, il n'y a pas une organisation de nuit de sommeil. D'accord? Donc, ici, chez l'enfant de 10 ans, vous avez une nuit de sommeil. D'accord? En vert, ici, une journée durant laquelle l'enfant ne dort pas. Mais chez le nouveau-né, il n'y a pas encore cette organisation. L'enfant, il dort, il se réveille pour téter un peu, donc, et ensuite, après avoir tété, il dort encore. Donc, il n'y a pas de... voilà, c'est toi qui dis que l'enfant ne reconnaît pas la nuit et le jour. En tout cas, si c'est en termes d'organisation de sommeil de nuit complète, cela n'existe pas encore chez l'enfant et ça se met progressivement en place. Et c'est vers l'âge de 10 ans que l'enfant a une organisation de sommeil presque similaire à celle d'un adulte. Voilà. D'accord. J'avais dit dernière question. Monsieur? Dernière question. Non, il y a déjà 2 dernières questions. À chaque fois que vous faites les cours sur le sommeil, les gens veulent poser des questions jusqu'à 19 heures. Oui, monsieur. Oui, dernière question. Monsieur, ma préoccupation est la suivante. C'était de savoir si lorsque au cours du sommeil, le ronflement était normal ou c'est une anomalie. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des ronflements qui témoignent de certaines maladies. Je ne vais pas entrer dans la pathologie ici. Comme je n'ai pas parlé tout à l'heure de narcolepsie. Mais il y a des ronflements qui sont anormaux, qui sont très fréquents chez des sujets qui font ce qu'on appelle le syndrome des apnées du sommeil. Donc, ils vont ronfler beaucoup et qui peuvent même pouvoir faire des pauses respiratoires au cours du sommeil. Par contre, bon, il y a des ronflements qui dérangent beaucoup, mais qui ne sont pas pour autant anormaux. Voilà, donc c'est au cas par cas. D'accord. Merci, monsieur.
C'est L'autre dernière question, c'est la toute dernière. je Oui, voulais savoir, allez-y. tout à l'heure, vous avez dit que le cycle vers le sommet, c'est un nuance passif. Passif. Vous avez, oui, vous avez pris l'exemple, l'hypothèse antérieure. Vous avez dit que quand Oui, quand le travail se relâche, oui. est-ce qu'il y a une explication de l'insomnie par rapport à ça? Comment? Est-ce qu'il y a une explication de, par exemple, quand on a l'insomnie, par exemple, quand on a quand Oui, on a des difficultés pour dormir, oui. est-ce qu'il y a une explication par rapport à cela? Par exemple, quand on prend l'hypothalamus, vous avez dit qu'il y a postérieur et antérieur, et quand le travail se relâche. Et, Oui. Non. je voulais savoir, quand on a, par exemple, l'insomnie, c'est parce que la partie qui devrait, par exemple, se relâcher, à travers Non, c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est pas aussi simple que ça. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît moins bien. C'est-à-dire dormir, il ne faut pas le voir il y a des structures multiples. On ne peut pas dire que c'est telle structure qui devait s'activer, qui ne s'est pas activée, que le sujet ne va pas dormir. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent véritablement pour que le sujet commence à dormir. Il y a déjà la sérénité, c'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas être malade parce qu'il a tout simplement des soucis, parce qu'il a eu une mauvaise note, ou bien parce que voilà, il a un événement malheureux, ou bien même parfois il a faim, ben, il n'arrive pas à dormir, ou bien parfois tout simplement il fait très chaud, il n'a pas de clim, il n'a pas de ventilateur, il n'arrive pas à dormir. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir dans l'établissement du sommeil. Donc on ne peut pas aller chercher ça dans des relations d'inhibition réciproque. Maintenant, il y a des structures, comme je vous l'ai dit, multiples, qui sont interconnectées, qui sont parfois reliées par une relation d'inhibition réciproque. On parle de l'hypothalamus postérieur et de l'hypothalamus antérieur. Donc, l'un intervient dans l'induction du sommeil là, l'autre intervient dans l'induction du sommeil de l'éveil. Hein? Mais je veux dire que l'insomnie peut avoir des explications multiples. C'est un motif de consultation qui est parfois très difficile même à prendre en charge, quoi, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Et même la consommation d'excitants, par exemple, la consommation d'excitants. Voilà, même quelquefois, même si vous changez même de décor, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quelquefois, quand je quitte chez moi et que je passe la nuit dans un autre endroit, soit la première nuit, j'ai du mal à dormir. Parce que je suis plus dans mon, voilà, dans mon abri habituel, quoi. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, quoi. D'accord. Donc c'était la toute dernière question. Bien, vous avez encore une autre question. Oui. Monsieur, il y a des gens qui parlent en dormant. Il y a une explication ou bien? Ça fait partie de ce qu'on appelle les somniloquies. Ça, c'est pas somnie. Voilà, c'est des troubles. Regarde le tableau que je vous ai donné. Je vous ai dit de regarder ça tranquillement chez vous. Il y a plusieurs manifestations qui peuvent survenir au cours du sommeil. Il y a des gens qui dorment, qui se lèvent, voilà, qui marchent, hein, et qui dorment pendant qu'ils dorment.
ils dorment encore, ils marchent, ils font un tour, ils reviennent se coucher. Ça fait partie des parasomnies, ce qu'on appelle le somnambulisme. Il y a des gens qui parlent au cours du sommeil, ce qu'on appelle la somniloquie. Donc ça fait partie des parasomnies, c'est des troubles paroxystiques du sommeil. C'est ce que je vous ai mis dans le tableau bleu. Il faut voir ça tranquillement chez vous. Il y a certains qui grincent des dents en dormant. Ils font entrechoquer leurs dents, qu'on appelle le bruxisme. Donc tout ça, c'est des manifestations qui interviennent au cours du sommeil et qui font partie de ce qu'on appelle des parasomnies. Bon, je pense que ça suffit, non? Je ne sais pas pourquoi le sommeil intéresse autant les étudiants. Mais ce que je veux vous conseiller, c'est que il faut dormir la nuit. Ne prenez jamais l'habitude de ne pas dormir la nuit. Parce que le sommeil, non seulement il vous aide à vous reposer, d'accord? Mais il vous aide également à apprendre. Parce que tout ce que vous apprenez, toutes les informations que vous emmagasinez au cours de la journée, elles sont organisées, rangées dans des tiroirs au cours du sommeil. Donc, si vous ne permettez pas au cerveau de profiter du sommeil pour organiser les informations, vous ne fructifiez de façon maximale véritablement votre méthode d'apprentissage. Véritablement, si j'ai un conseil à vous donner, moi je ne l'ai pas fait quand j'étais étudiant, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que, et puis également, vous allez perturber votre cycle de sommeil. À un moment, vous allez finir vos études, vous voudrez avoir une nuit de sommeil normale, mais vous l'avez déstructuré depuis longtemps et vous aurez du mal à établir la structuration normale de votre nuit de sommeil. Donc, autant que faire, il faut essayer de préserver votre nuit de sommeil, travailler bien, de façon efficiente au cours de la journée, maximiser votre activité, mais vers 2 heures, 3 heures, et dormir. Dormez jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Réveillez-vous et préparez-vous pour aller à la fac ou à l'hôpital. Donc ça, c'est le meilleur conseil que je vous donne. C'est l'une des meilleures hygiènes de vie. Non seulement vous vous reposez, mais vous maximisez vos méthodes d'apprentissage. Parce que vous donnez au cerveau le temps, l'opportunité, véritablement, de bien agencer toutes les informations que vous avez apprises au cours de la journée. C'est important. Ce n'est pas pour rien que le bon Dieu a créé la nuit pour nous permettre de nous reposer. Il nous connaît mieux, lui qui nous a créés. Mais malheureusement, il est têtu. C'est comme ça. Il n'a fait qu'à sa tête. Monsieur. Voilà. Je veux poser une question. Pour ceux qui sont trop dépendants des médicaments. Pourquoi tu es trop dépendant du médicament? Je ne prends pas de médicaments. Je ne dors pas. Je suis trop dépendante de ça. Je ne sais pas. Ça, c'est pas bien. Il faut essayer vraiment de se libérer des médicaments pendant qu'il est temps. Moi, je suis neurologue, mais quand les malades viennent me dire, oui, docteur, il faut me prescrire un somnifère, j'en prescris à certains, mais toujours en les avertissant. Donc, il ne faut jamais prendre l'habitude de prendre chaque jour des médicaments pour dormir. Jamais. Non, dans certaines situations, on peut céder de ces médicaments, mais véritablement de façon ponctuelle. Mais ce n'est pas bien de prendre ça chaque jour, parce que ce sont les somnifères, en général,
dans le long terme, il y a des risques de dépendance et de tolérance. Dépendance, comme tu dis, si tu ne les prends pas, tu ne dors pas. Tolérance, parce que si au début, tu prenais un quart de comprimé, à un moment donné, un quart de comprimé, ça ne te suffira pas. Parce que l'organisme est habitué à cette dose. Tu es obligé de passer à un demi-comprimé pour dormir. Et à un moment donné, un demi-comprimé ne va pas te suffire. Tu es obligé de passer à 3/4, voire même un comprimé, parfois même 2. Donc finalement, on se retrouve dans un cercle infernal. Donc, moi, je te conseille de faire des efforts pour te sevrer progressivement, pour te sortir véritablement de cette dépendance vis-à-vis des somnifères. Parce que tôt ou tard, tu voudras le faire. Tu ne peux pas continuer à prendre des somnifères pour dormir. C'est une mauvaise idée. Oui. Et désolé, hein, j'avais un ami qui me disait quand il dort qu'il a des frissons. Est-ce que ça a un rapport? Il faut qu'il aille consulter. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi il a des frissons en dormant. Je ne sais pas. S'il a des fièvres ou pas, je ne sais pas. Il faut qu'il aille consulter. Il faut lui demander de venir me voir. À l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Hein? Comment? Avec tout à l'heure, là, il a des frissons. Hein? Des frissons? Je n'ai pas compris. Monsieur, j'ai dit qu'il fait... Avec la chaleur, il dit qu'il a des frissons. Ah, vraiment? C'est normal. Ce n'est pas normal de frissonner au cours de la chaleur. Hein? Pourquoi je dis il faut traiter d'autres facteurs interurants. Je ne sais pas pourquoi il frissonne la nuit. Il faut qu'on... Ah d'accord, je vais aller sur alors. Hein? Il faut qu'il fasse des investigations. Donc moi, je ne sais pas, en tout cas, des facteurs qui peuvent expliquer des frissons au cours du sommeil. Il a quel âge? 20 ans, 21 ans, 22 ans, comme ça, à peu près. Je ne connais pas son âge. Je ne connais pas la personne, vraiment. De lui d'aller consulter si jamais ça persiste. Peut-être qu'il est stressé, il fait des cauchemars, je ne sais pas. Faut bien l'interroger. Il fait des rêves, là. Moi, je ne sais pas. Hein? Peut-être que lui pourra nous aider. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Donc, moi, je suis à la fin de mon cours. Il vous reste encore d'autres cours de physio en deuxième année? Non, c'est le dernier cours. Oui, bien sûr. Sciences humaines et sociales. Comment? Sciences humaines et sociales. Non, c'est le dernier cours. De la physio seulement. C'était le dernier cours, professeur. Ok. Ah, d'accord. Donc, voilà, maintenant, vous allez continuer avec les TD. Et les cours s'arrêtent quand? On vous a dit. Quand est-ce que les cours doivent s'arrêter? Vous ne savez pas? Le 8 juillet. Ok. C'est le 8, vous n'aurez pas le... Non, ça ne peut pas être le 8 en tout cas, parce que vous n'avez pas fait de TD de neuro jusqu'à présent. Non, monsieur, il n'y a aucune information. On n'a pas donné de date officielle. Non, ils n'ont pas donné de date officielle. C'était dans un communiqué. Oui, d'accord. Tranquille. Continuez à travailler. Parce que vous les poserez au moniteur également. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à tout le monde. Merci. Merci, monsieur. Désolé.
Oui. Le cours du matin, j'ai pas reçu ça. Hein? Vous m'aviez dit que vous avez envoyé dans... J'ai pas encore envoyé. Je vais envoyer tout ça. Ah, d'accord, ok. Sur le même mail. Ouais. Ok. Merci beaucoup.